That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 185 Urban FM, la station urbaine. On est avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien et vous? Il y a ça la va? forme. Oui, nous, ça va. comment quand tu arrives ici, tu peux savoir que ça ne va pas chez nous. Non. C'est toi la psychologue. Alors aujourd'hui, on continue dans la lancée des violences psychologiques. Et là, on est dans les conséquences Oui. sur les personnes. On peut faire d'abord un petit résumé avant de rentrer dans les conséquences. Bon, déjà, on va redéfinir les violences psychologiques pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission. On disait que les violences psychologiques, c'est toute forme d'abus ou de violence verbale qui n'implique pas le physique, en fait. Donc, tout ce qui... C'est plus la verbalisation qui intervient dans ça. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va plus se spécifier dans les conséquences. Et dans les conséquences, on va aller catégorie par catégorie. On va commencer par quelle catégorie? On va commencer par les conséquences physiques et somatiques. C'est-à-dire physiques, ce qu'on peut voir sur le corps. Mais comment on ne t'agresse pas physiquement et toi, tu as des conséquences physiques? Justement parce que lorsque tu vis des événements traumatisants, à un moment donné, ça se répercute sur le corps. Si par exemple tu avais une forte masse pondérale, si par rapport à un traumatisme tu arrêtes de t'alimenter, tu perds du poids, ça se voit. Là, c'est physique. En fait, c'est dans ce sens-là. Donc, les événements traumatisants peuvent avoir des effets physiques parce qu'il ne suffit pas seulement du mental, mais ça va avec le mental et le physique. C'est ce qui constitue un être humain. Donc, quand je parle des violences physiques et somatiques, on peut avoir la tremblote, par exemple, le tremblement. La personne qui vit ces violences-là peut être atteinte de troubles de panique, en fait. Lorsque tu paniques, tu peux te mettre à trembler parce que tu as peur de ton bourreau. Tu ne sais pas exactement ce que la personne va te faire, en fait. Donc, du coup, tu es là, tu trembles, tu ne sais pas, tu vas te cacher dans un coin parce que la portée de l'acte que la portée verbale, de l'acte que la personne aura à manifester vis-à-vis de nous touche forcément. Donc, on a les tensions musculaires, on peut avoir le mal de dos, les maux de tête, des spasmes gastriques. Donc là, c'est physique et somatique, d'accord? Maintenant, dans le cas des conséquences psychologiques, on a la dépression, comme on l'a si bien dit la dernière fois. On a la culpabilité, on peut faire des cauchemars. La culpabilité, comment on se dit que c'est à cause de nous-mêmes que la personne se comporte comme ça? Voilà. Parce qu'on ne va pas, à ce moment-là, on ne va pas accepter que le mal vient de l'autre. On va se dire que ça sort de nous. Si la personne se comporte comme ça vis-à-vis de moi, c'est parce que c'est moi qui ai donné des stimuli qui l'ont poussé à me traumatiser, qui culpabilise en tant qu'être déclencheur de voilà, la réaction violente de l'autre. Oui, effectivement, parce que c'est moi qui subis la violence. Avant que l'entourage ne puisse constater que je subis la violence, c'est moi-même à proprement dit qui peut parler de ce que je subis. Parce que si je n'extériorise pas ma souffrance, personne ne saura que je souffre. Comme Dafresh le disait tout à l'heure, est-ce que quand tu me vois, tu peux forcément imaginer que je souffre? Si je ne te dis pas que je souffre, je peux être là toute souriante, jolie, mais au fond, tu ne sais pas ce que je vis. C'est un peu ça. Donc, la culpabilité intervient à ce niveau où je me remets en cause, en fait. Je me sens coupable de la violence que je subis, alors que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que ça peut entraîner des troubles de la personnalité? Effectivement, c'est une conséquence psychologique aussi, des troubles de la personnalité, parce qu'à des moments, tu peux arriver, tu me trouves joviale, tu peux me trouver nerveuse, je peux être agressive. En fait, ça dépend des situations. Samantha, est-ce que dans les violences physiques, on peut aussi marquer les mutilations, l'automutilation et l'autoflagellation? Effectivement. Parce que au-delà de ça, au-delà des symptômes que tu énumères là, on a ce qu'on appelle le passage à l'acte. Donc le passage à l'acte, c'est-à-dire que un bon matin comme ça, je peux dire j'en ai marre, trop c'est trop, je prends des comprimés, je meurs. Ou bien, je sais pas, je prends un couteau, je me tranche la gorge. Ça dépend, il y a plusieurs façons de se donner la mort. Donc, dans ce que tu énumères là, le bon terme, c'est le passage à l'acte.
parce que j'en ai marre, je veux en finir. Je ne pense pas au lendemain, je ne pense pas à ma famille, je ne pense pas à mes amis, je ne pense qu'à moi. Je me dis, si je me donne la mort aujourd'hui, j'en finis avec cette situation. C'est un peu ça. Au lieu de dénoncer le bourreau, je préfère finir avec ma vie. C'est un peu ça. Et c'est aussi parce que souvent les bourreaux donnent l'impression aux victimes qu'elles ne sont rien, qu'elles ne valent rien et que leur présence sur Terre est plus un problème pour tout le monde qu'une solution et que le fait qu'elles disparaissent puisse être quelque chose de bénéfique. Effectivement, ce sont les manifestations de la domination sur quelqu'un en fait. Parce qu'on ne se lève pas un bon matin comme ça et puis on dit, bon, je te domine déjà. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des manifestations, il y a un ensemble d'événements qui terminent par devenir une victime, en fait. Au départ, on n'est pas victime. D'accord. Mais comme il est parfois difficile pour la personne qui est victime des violences de dénoncer ce fait-là, est-ce que dans l'entourage, est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il y a une manière, peut-être que les auditeurs pourraient essayer d'apprécier des signes qui peuvent essayer d'alerter l'entourage ou le voisinage sur les effets d'une violence que subirait une personne? C'est une très bonne question que vous posez parce que c'est effectivement le problème que l'on vit aujourd'hui. Il y a certaines personnes chez qui vous pouvez effectivement identifier ces signes-là. Il y a d'autres personnes chez qui il serait difficile d'identifier ces signes-là. Pourquoi ? Parce que ça dépend déjà du milieu dans lequel on vit. Si je vis dans un endroit où j'ai peut-être des voisins, des maisons sont proches, c'est-à-dire que lorsque je subis ces violences-là, il y a forcément quelqu'un qui capte. Il y a aussi des enfants dans la maison qui sont très réceptifs, qui peuvent capter. Mais si l'enfant ne va pas voir quelqu'un pour dire que tous les jours, voici ce qui se passe à la maison, personne ne saura. Si l'entourage, par exemple, ne voit, par exemple, puisque ce sont des violences verbales, d'accord ? Si un voisin entend à chaque fois de manière répétitive comment le bourreau torture sa victime, vous voyez, il peut intervenir. Mais on n'intervient pas comme ça du jour au lendemain, tu te lèves, tu vas intervenir. Bon, ça dépend aussi du comportement de tout un chacun, d'accord ? Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes témoin de ces événements-là, vous pouvez dénoncer le bourreau. C'est-à-dire, vous allez vers des autorités habilitées à gérer ces situations-là, vous allez dénoncer le bourreau ou alors vous pouvez simplement vous rapprocher de lui pour essayer de comprendre les raisons qui le poussent à se comporter comme ça. Vous vous rapprochez aussi de la victime pour essayer de comprendre les raisons qui poussent la personne à se comporter comme ça. Maintenant, dans le cas où les manifestations ne sont pas visibles, généralement, ce qui est visible, c'est la conséquence, d'accord ? Si la personne se mutile ou bien si la personne se suicide, on aura tendance à dire, mais une belle femme ou bien un bel homme, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est après, lorsque vous allez remonter les faits, que vous allez comprendre qu'effectivement, la personne n'en pouvait plus parce qu'elle subissait des violences psychologiques. Mais vu que personne n'est intervenu au moment propice, la personne s'est laissée aller. Voilà pourquoi il faut toujours parler. Lorsqu'on subit une situation, il faut toujours en parler, dire à quelqu'un, pas forcément son parent ou je sais pas, il y a des amis, même au boulot, des collègues, toujours exprimer ce que l'on ressent en fait. Au moins, vous aurez un appui, vous aurez de l'aide, quelqu'un pourra trouver une solution pour vous sortir de cette situation-là. Samantha, comme signe alarmant, est-ce que les parents, amis et connaissances peuvent prendre comme signe le fait qu'une personne habituellement joviale, hop la vie et tout ça, décide du jour au lendemain de se couper de tout le monde. La personne ne sort plus, elle coupe les ponts avec ses amis, elle est plus jamais disponible, elle se recroqueville en fait dans sa maison. Est-ce qu'on peut voir ça aussi comme un signe alarmant qui devrait faire en sorte que les parents s'intéresse un peu plus à ce qui se passe dans sa vie? Bon, déjà là, c'est une conséquence sociale. Le repli sur soi, on coupe les ponts avec la famille, avec les amis. Mais attention, ce n'est pas parce que la personne coupe les ponts avec la famille que ça veut forcément dire qu'elle est victime de violences psychologiques. D'accord ? Il faut déjà, avant de parler de violence, il faut d'abord chercher à avoir le motif
de la personne, pourquoi elle a cherché à couper les ponts avec la famille, par exemple. Parce que dans les familles, on sait qu'il y a souvent des tensions, d'accord. Au boulot, on peut avoir des tensions. Dans le cadre amical, on peut avoir des tensions. C'est peut-être dû à une frustration familiale, par exemple, que la personne a décidé de couper les ponts pour un moment. Donc, il faut d'abord se rapprocher de cette personne-là, essayer de comprendre ce qui ne va pas avant de parler à proprement dit de violence psychologique. Comme cette personne peut aussi être victime de violences psychologiques, d'accord, et à la demande de son bourreau, a été obligé de couper les ponts avec tout le monde. Donc, on ne peut pas, rien que par ces manifestants, voilà, par ces signes-là, on ne peut pas, sur le coup, affirmer qu'effectivement, cette personne est victime de violences psychologiques. Mais il faut d'abord se rapprocher de la personne, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et dans ça, on a aussi deux situations qui s'ouvrent à nous, parce que, dans un premier temps, la personne peut mentir. C'est-à-dire, bon, moi, je ne subis pas de violence, ça va, c'est cool, c'est juste que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'eux. Et puis, voilà pourquoi j'ai coupé les ponts. Comme la personne peut aussi s'ouvrir à vous, être honnête en vous disant qu'en fait, si je me suis retirée, c'est parce que voilà ce que je subis. Donc, il ne faut pas forcément juger une situation en fonction des faits qui s'offrent à nous, mais il faut aller au-delà de ça pour effectivement confirmer nos soupçons. Mais c'est ça qui rend d'autant plus difficile la compréhension de ces violences-là, puisque les signaux, les signes physiques ne sont pas souvent suffisants pour pouvoir prétendre ou affirmer que la personne subit une violence. Effectivement, mais je crois que lorsqu'on est proche d'une personne, d'accord, si vous avez grandi avec quelqu'un, vous avez pris l'habitude de fréquenter une personne, je pense que même si vous ne la connaissez pas à 100%, à un moment donné, il y a quand même certains tics, il y a quand même certaines traces qui vont vous emmener à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne. Donc, à ce moment donné, vous pouvez vous rapprocher de cette personne pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, d'accord ? Mais c'est comme je disais tout à l'heure, les premières personnes qui sont habilitées à dénoncer ce type de violence, généralement, ce sont les enfants, parce que ce sont les enfants qui vivent... au quotidien. Voilà, ce sont les enfants qui vivent ça. Et aussi, lorsque les enfants vivent ces violences-là, il y a de fortes chances que ces enfants-là, à partir de l'adolescence, manifestent ces violences-là, mais sous une autre forme. Donc, à l'adolescence, on peut parler de délinquance, par exemple. D'accord. Des violences chez les jeunes aujourd'hui. Vous allez voir des jeunes qui sont vraiment violents, agressifs. Vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous ne comprenez pas, mais l'origine vient des violences qu'on subit. Par exemple, le père ou la mère, le frère ou la sœur à la maison. En fait, il y a plusieurs possibilités de situations aujourd'hui. Et il y a aussi de fortes chances qu'à l'âge adulte, cet enfant-là, lorsqu'il devient adulte, il se transforme aussi en bourreau. Parce que il reproduit en fait les mêmes schémas qu'il a observés quand il était enfant. Ça devient maintenant une pathologie générationnelle, c'est-à-dire que on se dit que c'est normal parce que l'enfant, lorsque tu ne sévis pas, il se dit que ce qu'il fait est normal. Donc au fur et à mesure qu'il grandit, il grandit avec ça et il se met à reproduire en fait. Voilà. Samantha, juste une dernière précision. C'est déjà arrivé, c'est très courant dans notre pays de croiser des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont pris l'habitude de parler tout seuls. C'était même l'objet d'une blague. On disait qu'à la rentrée scolaire, c'est la période où les parents marchent et ils parlent tout seuls comme s'ils étaient devenus fous. Donc parfois vous allez voir que des mamans, elles marchent et en fait elles ressassent, elles parlent toutes seules, ou alors des papas ou même des jeunes filles, elles sont assises et elles parlent juste. Est-ce que ça c'est des signes en fait qui permettent aux gens d'extérioriser, parce que tout à l'heure tu disais qu'il faut en parler lorsqu'on a quelque chose qui nous dépasse, il faut en parler. Est-ce que c'est des signes aussi qui devraient par exemple attirer l'attention de l'entourage en se disant viens, on va discuter avec moi, parle pas tout seul? Bon, moi je dis en passant, je l'avoue, moi je parle parfois tout seul. Mais c'est dans le cadre des réflexions. Oui, des fois, quand je réfléchis beaucoup, le corps aussi, en fait, tu vois, j'extériorise un peu ma pensée. Donc, à la maison, mais je fais pas ça en marchant. En général, c'est à la maison. Et mes enfants, parfois, me regardent et trouvent bizarre. Ils me disent, papa, pourquoi tu parles tout seul? Pourquoi tu fais tel ou tel signe? Bon, des fois, je ne peux pas expliquer le fond de ma pensée. Et puis, j'avoue aussi, c'est quelque chose que je vois mon père faire.
quand on était gamin, des fois aussi, notre papa, quand il réfléchissait, il faisait des gestes. Bon, et puis, bon, nous aussi, on a appris ça. Et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Samantha, dans la mesure où parfois on reproduit aussi les schémas que l'on voit à la maison avec nos parents. Oui, Samantha. Ok, donc pour répondre à la question de Gina, je dirais tout simplement que lorsqu'on arrive à saturation, d'accord, si la maman parle toute seule à la rentrée scolaire, tu imagines le nombre de situations que la maman gère. Est-ce qu'elle vit seule? Est-ce qu'elle élève ses enfants toute seule? Est-ce qu'elle élève ses enfants avec son conjoint? Est-ce que le conjoint ne fait pas ceci? Est-ce que le conjoint ne fait pas cela? La dame, elle arrive à saturation. C'est-à-dire que parfois, elle ne sait même pas qu'elle est en train de le faire. Elle ne sait pas, elle est en train de parler, elle parle seule. Elle discute avec elle-même, en fait. C'est pour faire sortir tout ce qu'elle ressent. Parce qu'à un moment donné, elle sature. Elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait pas avec qui parler. En même temps, quand elle parle, il faut acheter les cahiers, il faut faire ceci. L'enfant là ne comprend pas quand je parle. Tu vois, non? C'est un peu ça. Donc, quand on arrive à saturation, à un moment donné, ça sort seul. Tu ne peux pas le contrôler. C'est comme tu peux discuter avec quelqu'un. Moi, il m'arrive parfois, l'expression, c'est penser à haute voix. On dit, ah, mais je pensais à haute voix. On est en train de discuter, tu parles, je dis, dans mon cœur, je suis en train de répondre à ce que tu dis, hein. Mais à un moment donné, ça sort. Par exemple, je dis, vraiment. Tu dis quoi? En fait, je ne savais pas que c'était déjà sorti. C'est là où quand les Vapounous disent ma. Voilà. Tu ne sais pas que c'est déjà sorti. En fait, quelqu'un peut te dire quelque chose. Tu te dis dans ta tête, vraiment, toi, tu me prends même pour qui? Pour un enfant. Mais c'est sorti. Parce que tu en as marre, en fait. Il fallait que ça sorte. Mais tu ne pouvais pas contrôler. Ce n'était pas intentionnel. Voilà. Tu ne peux pas contrôler la parole parce que tu es arrivé à un niveau où tu as saturation, en fait. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il n'y a plus de place. Il faut que ça sorte pour laisser la place aussi à d'autres pensées, en fait. D'accord. Ça. Merci, Samantha, d'avoir passé ce temps avec nous. On se retrouve dans 2 semaines. 2 semaines. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. That fresh morning.